Nous sommes à New York dans les années 70. New York, la célèbre ville dont on dit qu'elle ne dort jamais. Toujours en mouvement, perpétuellement active et bruyante le jour, mais aussi la nuit, où elle se fait festive et lumineuse dans les quartiers branchés, ou plus sombre, sulfureuse et dangereuse dans les recoins malfamés. Pour les stars du moment, c'est l'endroit où il faut être. Une capitale des arts et de la culture, avec ses galeries d'art, ses bars underground où s'inventent les nouveaux styles de demain, ses musées renommés comme le Metropolitan et ses salles de concert mythiques comme le Madison Square Garden. New York, c'est l'avant-garde, et où se côtoient les personnalités les plus influentes de la planète. Dans les vernissages, on peut apercevoir des stars de la musique comme Bob Dylan, des vedettes du grand écran comme Greta Garbo, des écrivains célèbres comme Truman Capote, ou de jeunes étoiles montantes comme Woody Allen. Tout le gratin est là, comme on dit. Mais on sait bien que le gratin, c'est la couche qu'il y a sur le dessus. Car nous sommes aux États-Unis, et sous ce vernis prestigieux, New York donne à voir une image bien moins reluisante. À plus forte raison en cette année 74, alors que la ville est au bord de la faillite et croule sous les dettes publiques, et que ses rues sont ravagées par le chômage, le crime et la pauvreté. C'est dans ces années que l'on commence à qualifier les villes américaines de jungle urbaine, et où pour les plus pauvres, chaque jour est une lutte sauvage pour la survie. C'est ainsi que dans la ville des gratte-ciel, le prestige côtoie la misère, que les plus favorisés ont des lofts spacieux perchés en haut des buildings, tandis que tout en bas, d'autres font la manche sur le trottoir. Bob Gruen, lui, appartient plutôt à la haute, et aujourd'hui, quand il entre dans son bureau avec vue sur la ville mythique, il s'aperçoit tout de suite qu'il a des messages sur son répondeur. Il est photographe, l'un des plus célèbres, et aussi l'un des plus riches. Un photographe spécialisé dans les photos de stars de la musique. Dans son carnet d'adresses, des noms comme Tina Turner, les Rolling Stones, les New York Dolls, Elton John, Led Zeppelin, et tellement d'autres. Aussi, quand il appuie sur le bouton du répondeur pour lancer le message et qu'il entend la voix de John Lennon, l'une des plus grandes stars du moment, il n'est pas étonné. Côtoyer des célébrités, c'est son quotidien. Et en plus, John est un ami proche. Au fil des années, ils se sont liés d'amitié, et John en a même fait son photographe attitré. Ce qui surprend Bob Gruen par contre, c'est le contenu du message. Bob, c'est John. J'ai vu une soucoupe volante. Bob connaît bien John. C'est un farceur, toujours en train de déconner. Mais la suite du message laisse penser qu'il n'est peut-être pas en train de plaisanter. May l'a pris en photo, elle a déroulé toute la pellicule. On a plein de photos de ce truc. Elle a utilisé la pellicule spéciale que tu lui as donnée, la Kodak à haute sensibilité. Tu crois que tu pourrais venir chercher la pellicule? Passe chez moi quand t'as le temps. La pellicule dont John a parlé, Bob s'en souvient. Il l'avait donnée à May, l'assistante de John Lennon, et comme on va le voir par la suite, un peu plus que simplement son assistante. C'était pour qu'elle puisse prendre des photos de John, pour la postérité, quand il répétait dans son studio. Elle avait commencé par utiliser des pellicules normales, mais le résultat était catastrophique. John Lennon, à cette époque, aimait composer dans une atmosphère tamisée, dans un studio seulement éclairé à la lueur des bougies. Évidemment, il y faisait trop sombre et sur les photos, on ne voyait pratiquement rien. C'est tout naturellement qu'ils avaient demandé conseil à leur ami photographe, et Bob leur avait conseillé d'utiliser une pellicule très sensible à la lumière, spécialement conçue pour les prises de vue de nuit, comme la nouvelle Kodak HSR. Et comme justement il lui en restait une, il leur avait donné pour qu'ils puissent faire des essais. Le seul problème avec ces bobines, c'était que n'importe qui ne pouvait pas les développer. Il fallait un matériel spécial. Et Bob leur avait dit que quand la pellicule serait pleine, il n'aurait qu'à le prévenir et il passerait la chercher pour pouvoir la développer lui-même. Quelques jours plus tard, Bob Gruen se rend donc au Dakota Building, où John Lennon et sa femme Yoko Ono ont leur appartement au dernier étage. Situé sur la 72e West Street en plein cœur du quartier de Manhattan, c'est un monument surprenant qui dénote par son architecture. C'est comme un château de la Renaissance au beau milieu des buildings modernes typiquement new-yorkais. L'architecte qui l'a conçu s'est en effet inspiré du style Renaissance allemande pour la façade. John et Yoko n'y habitent que depuis quelque temps. Avant cela, ils résidaient au 105 Bank Street, en plein cœur du quartier de Greenwich Village. Il s'agissait du quartier des artistes de New York, qui a vu passer des résidents comme Jimi Hendrix, Lou Reed ou encore Bob Dylan, pour ne citer qu'eux. Les bâtiments étaient moins hauts, avec des portes qui donnaient directement sur la rue, pour se sentir au plus près de l'énergie effervescente de Greenwich Village, cœur de la vie culturelle new-yorkaise. Mais le problème, c'est que leur appartement était un peu trop près de la rue, et offrait un accès un peu trop facile aux malfrats. Leur résidence était continuellement la cible d'effractions par des cambrioleurs, qui n'étaient pas sans savoir que John Lennon habitait ici et qu'il était très riche, ou par des admirateurs un peu trop zélés qui, par fanatisme, cherchaient à pénétrer l'intimité du couple de stars. Ils ont donc déménagé ici, au Dakota Building, un endroit plus sécurisé qui convient mieux à leur statut de superstar, avec des appartements vastes et luxueux, et où les accès sont gardés jour et nuit. Il faut dire qu'il n'y a que des célébrités ou des gens richissimes qui habitent ici, et que le building possède donc son propre service de sécurité pour protéger tout ce beau monde.
John et Yoko ont leur appartement tout en haut, loin de la convoitise des cambrioleurs. Une vie plus sereine de ce point de vue, mais aussi plus isolée. Quand John Lennon évoque cet endroit à Bob Gruen, il le qualifie parfois de cage dorée. Le personnel connaît Bob Gruen, ils savent qu'il vient souvent rendre visite à John Lennon et le laisse passer. Bob monte les escaliers et se rend au dernier étage. Il trouve John Lennon seul avec May Pang, son assistante, une jeune femme d'origine chinoise et beaucoup plus jeune que lui. Yoko Ono, elle, n'est pas là. Il faut dire qu'en ce moment, ça ne va pas très fort dans le couple. Après une idylle passionnelle de quelques années, l'éclat de leur passion s'est un peu terni, et la proximité fusionnelle qu'il y a encore quelque temps les unissait s'est transformée elle aussi en prison dorée. Pendant des années, ils sont restés toujours fourrés ensemble, mais ces derniers temps, Yoko a besoin d'air et souhaite prendre quelque temps loin de son mari. À tel point que c'est elle-même qui a organisé un séjour entre John Lennon et la jeune assistante, connaissant l'attirance de son mari pour les filles aux traits asiatiques. Et ça a plutôt bien marché. John Lennon, d'abord irrité d'apprendre que sa femme voulait se débarrasser de lui en le jetant dans les bras d'une autre femme, n'a pas tardé à succomber au charme de sa jeune assistante. Yoko, elle, est partie de son côté pour profiter de cette parenthèse de liberté. Bob Gruen leur dit qu'il est venu chercher la pellicule Kodak pour pouvoir la développer, et May Pang la lui remet. John Lennon n'a pas le temps de raconter l'histoire, malheureusement, il a des rendez-vous, mais comme Bob doit revenir quelques jours plus tard pour une séance photo qu'ils ont prévue depuis longtemps, il lui en parlera pendant la séance. Bob revient donc 3 jours plus tard, et lui et John se préparent pour la séance photo qui est prévue sur le toit du Dakota Building. Bob se souvient que quelque temps auparavant, il avait offert à John un t-shirt New York City et lui demande s'il l'a toujours. Il pense que ce serait une bonne idée que John le porte pendant la séance photo. Les relations entre John Lennon et les États-Unis sont très tendues, et ce depuis qu'il a quitté son Angleterre natale pour venir s'installer ici à New York. Son activisme antimilitariste et prenant position contre la guerre du Vietnam, ses propos controversés sur la religion, ses positions libertaires sur les drogues, sont mal perçus par l'administration Nixon, et plus d'une fois il a bien failli se faire expulser du pays. Bob pense donc que ce serait une bonne idée que John porte le t-shirt New York City pour signifier son amour de la ville et par extension pour les États-Unis. John retrouve le t-shirt et l'enfile, puis finalise sa tenue en mettant ses fameuses lunettes rondes. Ils se rendent ensuite sur le toit pour prendre des photos qui deviendront parmi les plus célèbres du chanteur. Entre les clichés, John raconte ce qui lui est arrivé quelques jours plus tôt, ici même au Dakota Building. John Lennon s'empresse de préciser, avant de commencer son histoire, qu'il était parfaitement sobre, et d'ailleurs ça fait plusieurs semaines qu'il a suspendu la consommation de substances. Plus d'alcool, plus de cannabis, plus de drogue, rien, sauf peut-être la clope et le café. Il raconte que c'était vers 9h du soir. Dehors, la lumière déclinait et le jour se retirait pour laisser place à la nuit. Dans l'appartement, les lumières étaient éteintes et les lieux étaient plongés dans la pénombre. John était assis seul dans un fauteuil, à côté des hautes portes-fenêtres du salon. Il dormait à moitié, pas tout à fait ensommeillé, pas tout à fait éveillé, et il était complètement nu. Ce qu'il faisait à poil sur son fauteuil près de la fenêtre, ça on ne saura pas. Toujours est-il qu'il était en train de somnoler quand il a été tiré de son demi-sommeil par des lueurs éclairant l'intérieur de son appartement. Alors qu'il se réveillait, l'esprit encore embrumé, il se dit qu'il devait s'agir des commerces dans la rue qui avaient allumé leurs enseignes au néon. Et puis il se souvint, non, je n'habite plus sur Bank Street à Greenwich Village. Je suis au dernier étage du Dakota Building à Manhattan. Et non seulement il n'y a pas de commerce dans cette rue, c'est un secteur exclusivement résidentiel, même s'il y en avait, je ne percevrais pas la lumière de leurs enseignes depuis le dernier étage. Ça aurait pourtant bien pu correspondre à une enseigne clignotante, puisque la lueur qui éclairait l'intérieur de son appartement semblait varier en intensité, comme si elle pulsait. Il se leva et se rendit à la fenêtre, et c'est alors qu'il vit, dans le ciel encore faiblement éclairé par les dernières lueurs du crépuscule, un ovni. Il avait la forme d'un cône dont la base serait bombée en dessous, ou d'une soucoupe volante mais dont la partie supérieure serait en forme de chapiteau, surmontée en son sommet d'une lumière rouge. La source de lumière qui avait jeté des lueurs mouvantes par les fenêtres et que John avait cru être les pulsations d'enseignes au néon, provenait de la tranche de l'objet. C'était comme si des lumières blanches étaient disposées tout autour de l'objet, autour de la base en forme de soucoupe, et quand l'une s'éteignait, l'autre à côté s'allumait, et ainsi de proche en proche, rapidement, donnant l'impression que la lumière tournait autour de la base. John Lennon resta un moment à regarder l'étrange apparition, qui restait suspendue dans les airs, parfaitement immobile. Il ouvrit la fenêtre et écouta, mais ne perçut aucun bruit, si ce n'est la rumeur atténuée de la ville, au loin. Puis il se précipita dehors sur le balcon, complètement nu, et se mit à crier « Hé, il y a une soucoupe volante! May! Il y a une soucoupe volante !»
La jeune femme, alertée par les cris de son amant, accourut, nue elle aussi, et sortit à son tour sur le balcon. John était maintenant complètement euphorique. Il s'agitait en faisant de grands signes et s'adressait directement à l'OVNI. « Prenez-moi avec vous! Je veux venir avec vous !» Mais Pang a le réflexe de se saisir de son appareil photo, encore chargé de la pellicule Kodak haute sensibilité, et revient sur le balcon pour mitrailler le phénomène jusqu'à ce que la gâchette du déclencheur tourne dans le vide, signalant qu'elle était arrivée au bout de la pellicule. « Prenez-moi avec vous !» continuait à crier John en agitant les bras. Mais pour toute réponse, l'OVNI se mit en mouvement sur la droite, lentement, pour s'éloigner en suivant la rivière de l'Hudson. Au bout de quelques centaines de mètres, il vira sur la droite pour changer de direction, comme s'il se dirigeait maintenant vers Central Park, mais après quelques secondes, il changea à nouveau de cap pour revenir au-dessus de la rivière. Il sembla rester sourd aux exclamations de John Lennon qui continuait à l'interpeller en faisant de grands signes, et s'éloigna en suivant la rivière, jusqu'à disparaître dans la nuit. Il n'existe qu'un seul document vidéo de John Lennon faisant référence à cet incident, et le voici. Juste là, là-haut, j'ai vu un ovni. Il a suivi le fleuve, a tourné à droite vers le siège de l'ONU, puis il est revenu à gauche et a continué le long du fleuve. Ce n'était pas un hélicoptère, ce n'était pas un ballon, et il était tellement proche. Et il était comment? Silencieux? Oui, silencieux, mais il était sombre, gris foncé ou noir. Et il y avait des lumières, comme s'il y avait des ampoules tout autour, qui s'allumaient et s'éteignaient. En tournant autour de la base, et au sommet il y avait une lumière rouge. Aussi, il y fera référence dans une phrase de la chanson Nobody Told Me qui dit « Il y a des ovnis au-dessus de New York et ça ne me surprend pas vraiment ». Aussi, il ira jusqu'à faire inscrire sur le livret qui accompagnait à l'époque l'album Walls and Bridges la phrase suivante. Le 23 août 1974 à 9h, j'ai vu un ovni, signé John Lennon. Bob Gruen développera la pellicule chez lui, mais les clichés sortiront complètement vides. Avec la pellicule HSR, spécialement conçue pour les prises de vue nocturnes, on aurait dû voir au moins les lumières de la ville. Le problème avec ces pellicules, c'est souvent la surexposition qui exagère la luminosité et donne souvent des rendus trop clairs. Aussi, Bob Gruen n'aurait pas été très surpris d'obtenir des photos trop blanches. Mais étonnamment, tous les clichés sortiront complètement noirs.